Il y a eu ce soir-là 2 corps dans la même pièce, 2 écrans allumés. On ne s'était pas vraiment regardé depuis le matin. Une mise en veille et la solitude qui m'envahit face à cette présence imperceptible. J'ai vu nos mots devenus fantômes, glissant sous nos doigts, auréolés d'instantanés de lumière dorée, de voix suspendues, jetées entre 2 absences. J'ai ressenti nos cœurs ne s'exprimant plus qu'en pixels, déposés sur des visages de brume que nos mains n'ont pas touchés depuis des lunes. Nous étions là, maillés dans la toile, captifs de la fréquence, habitant le vent. Des îles transparentes perdues dans cette architecture qui devait nous rapprocher, mais qui, dans un silence de cendres et de sel, nous éloigne si souvent. Le miroir de verre s'était éteint et mon corps se demandait: qui nous a vraiment vus aujourd'hui? Comment sommes-nous devenus la génération la plus connectée et la plus seule? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un mécanisme. Et c'est ce que l'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la solitude problème de santé publique mondiale. Une personne sur 4 dans les pays développés se déclare sévèrement isolée. Et chez les jeunes adultes, la génération la plus connectée de l'histoire, le taux d'isolement chronique dépasse celui des personnes âgées de plus de 65 ans. Ce n'est pas une coïncidence. La courbe de l'isolement social suit avec une précision troublante la courbe d'adoption du smartphone. Entre 2012 et 2018, pendant que le taux d'équipement mobile bondissait de 35 à 77% dans les pays occidentaux, les indicateurs de solitude grimpaient en parallèle dans toutes les tranches d'âge. Nous n'avons pas simplement adopté un outil, nous avons réorganisé la façon dont nous nous relions les uns aux autres. Et cette réorganisation s'est faite selon des plans que nous n'avons pas tracés. Je ne l'ai pas vu venir non plus. Personne ne nous a demandé notre avis. Les plateformes numériques ne sont pas des espaces de lien. Ce sont des espaces de capture d'attention. La nuance est fondamentale. Le modèle économique de Meta, de TikTok, de YouTube repose sur une équation simple. Plus vous restez, plus ils gagnent. Et ce qui retient le mieux, ce n'est pas la satisfaction. C'est l'insatisfaction dosée, le manque léger, l'attente d'une validation qui tarde, la comparaison qui pique juste assez pour qu'on revienne vérifier. Tristan Harris, ancien designer chez Google, appelle ça la persuasive technologie. Des interfaces sciemment conçues pour exploiter nos biais cognitifs. Le scroll infini supprime les points d'arrêt naturels. Les notifications fragmentent l'attention à intervalles imprévisibles, exactement comme les machines à sous. Ce n'est pas de la technologie neutre, mais de l'ingénierie comportementale. Et nous en sommes à la fois le produit et la cible. Sous l'angle neurologique, il se passe quelque chose de précis. Quand nous recevons un like, un commentaire, une notification, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense et de l'anticipation. Un mécanisme puissant, rapide et addictif. Mais la dopamine n'est pas l'ocytocine. L'ocytocine, parfois appelée hormone du lien, est libérée par le contact physique, le regard soutenu, la coprésence attentive. C'est elle qui nourrit l'attachement profond,
la sécurité relationnelle, le sentiment d'appartenance durable. Les réseaux saturent le circuit dopaminergique. Ils ne touchent pas au circuit ocytocinique. Le ventre est plein de sucre et le corps manque de protéines. Il y a aussi autre chose. La neurobiologie interpersonnelle a montré que nos systèmes nerveux ne fonctionnent pas en isolation. Ils se corrégulent. Quand deux personnes sont en présence attentive l'une à l'autre, leur rythme cardiaque, leur pattern respiratoire, leurs activités cérébrales tendent à se synchroniser. Un écran ne peut pas reproduire ce processus. Il transporte de l'information. Il ne transmet pas de régulation. Quand nous passons des heures sur nos téléphones en croyant maintenir nos liens, notre système nerveux, lui, enregistre l'absence. Sous l'angle psychologique, la transformation est encore plus silencieuse. Les réseaux sociaux ont rendu la vulnérabilité optionnelle. La communication réelle, celle qui crée du lien véritable, exige une exposition. Dire quelque chose de vrai sur soi, ne pas savoir comment l'autre va recevoir, rester dans l'inconfort de l'attente. Le psychologue Arthur Aron a montré dès 1997 que la proximité interpersonnelle se construit par escalade de vulnérabilité partagée. Chaque interlocuteur expose quelque chose de réel, l'autre répond avec égale ouverture, et c'est cette réciprocité risquée qui produit le sentiment d'être vraiment connu. Le numérique a court-circuité ce processus. On édite avant d'envoyer, on supprime si ça ne sonne pas bien, on choisit la photo entre sang, on ne montre que la lumière dorée sur la table bien mise, jamais le repas raté ni les larmes du soir d'avant. Nous avons optimisé la relation pour éliminer le risque, et sans risque, il n'y a pas de vrai lien possible. La solitude connectée est une solitude de protection. Il ne s'agit pas de condamner les outils, ni de prôner un retour à un monde fantasmé d'avant les écrans. Il s'agit de comprendre pourquoi ils ont été conçus et de décider, en connaissance de cause, comment on veut les utiliser. Ce que j'ai appris à faire, pas toujours, pas parfaitement, c'est nommer l'absence quand elle est là, ne pas la couvrir immédiatement avec l'écran, choisir la communication risquée, l'appel au lieu du message, la phrase non éditée, protéger les espaces de coprésence, pas comme règle morale, comme acte de soin, et regarder le modèle économique en face. Mon attention est une ressource qu'on extrait. Je décide combien j'en donne et à qui. La solitude connectée n'est pas une fatalité. C'est une architecture. Et comme toute architecture, elle peut être traversée autrement, une fois qu'on a appris à en lire les plans. Ce soir-là, quand le miroir de verre s'est éteint, je n'avais pas encore les mots. Je les ai maintenant. Si ce que j'explore ici vous parle, l'article complet est sur Substack. Le lien est en description. Et si vous voulez recevoir les prochains volets directement, abonnez-vous à la chaîne. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.